Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, on va parler de médias, on va parler de journalisme. Comment faire du journalisme dans la France de 2024 ? C'est très très compliqué, même quand vous avez des cartes de presse. On se demande d'ailleurs dans quel type de pays sommes-nous. Alors je suis très content de l'avoir aujourd'hui, Frédéric Egouy, anciennement journaliste de RT France, avec carte de presse. Hein. Donc la carte de presse, du coup, pour le coup, c'est pas le sésame comme on le pense. Hein. Ah ben, ça vous déporte, mais effectivement, tout dépend ce que vous racontez avec, quoi. Ça c'est sûr. Ben, justement, on te connaît parce que tu es allé à l'Élysée, après le Conseil des ministres, et puis tu as voulu poser ta question, hein, normal, hein, parce que c'est aussi ça le rôle de journaliste. Tu t'as demandé, mais... Est-ce que vous connaissez, en gros, vous avez des noms sur qui a été le commanditaire de Nord Stream 2 ? Et puis évidemment, ça c'est une question interdite. C'est ça. Alors en fait, le sens de ma question, c'était de montrer l'incohérence du raisonnement du gouvernement. C'est-à-dire qu'on nous bassine maintenant depuis 2 ans avec la menace russe. Donc effectivement, il y a un conflit en Ukraine. Mais de fait, la Russe ne nous a pas encore menacé, n'a pas menacé la France spécifiquement dans ce conflit-là. Et or, on nous parle de cette menace-là. On n'arrête pas de nous présenter les dangers qu'elle présente justement, alors que dans le même temps, il y a eu un acte de guerre sur le territoire européen, contre les intérêts stratégiques de l'Europe. C'est-à-dire que Nord Stream aujourd'hui, c'est le cœur énergétique de l'Allemagne. Il y avait des intérêts financiers aussi pour la France, vu que la France y avait participé à la construction de ce gazoduc. Mais donc cette question-là, effectivement, on ne peut pas en parler, et on voit bien avec le traitement avec ce qui m'est arrivé dans la foulée, on voit bien que c'est des sujets dont il est vraiment impossible de parler. Et ça, c'est ce qui pose un problème aujourd'hui, à mon sens, fondamental dans la presse aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un espace de discussion qui est de plus en plus restreint. Et c'est le jeu de la presse aujourd'hui, de la presse mainstream évidemment, je ne parle pas des médias alternatifs. La presse mainstream aujourd'hui, elle définit un cadre qui est extrêmement restreint, et on ne peut pas sortir de ce cadre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les arguments et faire un travail. Moi, je fais un travail journalistique, vous l'avez dit, j'ai travaillé à RT. J'ai jamais été sanctionné pour mon travail de journaliste. On va parler de RT, mais avant ça, on va un peu développer sur cette conférence de presse. Nous avons Prisca Thévenot, qui est porte-parole du gouvernement. Toi, tu lui dis, voilà, est-ce que vous avez des noms de certains commanditaires ? Est-ce que vous savez qui, quoi, qu'est-ce ? Et elle, on a l'impression aussi qu'elle ne maîtrise pas son sujet. Ouais, alors ça, de façon assez évidente, il est clair qu'elle ne maîtrise pas le sujet, mais forcément, elle ne maîtrise pas le sujet, vu qu'elle n'a pas besoin de le travailler, vu que personne ne l'interroge là-dessus. Donc, elle n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de questions. Et on touche, en fait, quand on va dans ce sujet-là, on touche à une question qui était, moi, le fond de ma question. Mon vrai problème, c'est de réfléchir à, on va dire, nos alliances stratégiques. C'est-à-dire que si, aujourd'hui, on a été attaqué sur notre territoire, il faut savoir par qui. Et si, comme beaucoup le pensent, je pense notamment à Seymour Hersh, donc Seymour Hersh, quand même journaliste à la base mainstream, hein, du New York Times, etc., primé et tout ce que vous voulez, lui qui a fait son travail de son côté, qui pense que la CIA est au moins impliquée, donc ça veut dire que ça pose un problème fondamental, si vous voulez, dans notre réflexion stratégique, dans la réflexion stratégique du pays. Il faut qu'on comprenne pourquoi notre pays peut être attaqué par quelqu'un qui est notre allié et avec qui on défend l'architecture sécuritaire aujourd'hui de l'Europe. Ça, c'est une question absolument fondamentale, et c'est une question vraiment interdite pour le compte. Et c'est ça, je pense, c'est pas la seule, mais c'est un des domaines sur lequel on doit travailler. Et dans ce monde médiatique qui est absolument sclérosé aujourd'hui, sur lequel on ne peut pas travailler. Alors, on peut réfléchir à pourquoi il est sclérosé de cette manière-là. Il y a peut-être plusieurs explications. Il y en a une où on peut rechercher qui détient les médias. C'est évidemment la première question. Et de quelle manière ils travaillent. C'est-à-dire que si on regarde la manière dont ils travaillent, donc pour avoir travaillé beaucoup avec l'AFP quand je travaillais chez RT, on voit
On voit ce qu'est l'AFP. L'AFP, c'est aujourd'hui... c'est l'État. C'est évidemment l'État, il faut se dire les choses. C'est évidemment l'État. Et c'est 80% de ce que publie, grosso modo, la presse mainstream, que ce soit écrite ou des journaux. Ils reprennent des dépêches AFP, qui retravaillent plus ou moins ou pas du tout, et qui recrachent. Et c'est ça l'information qui est reçue in fine. Et pour en revenir à la conférence de presse, t'inquiète pas, on a 1 heure. Et puis, oui. On va dérouler, t'inquiète pas. Hein. Pour en revenir à cette conférence de presse, quelles étaient les questions précédentes, la tienne, à peu près, en gros, qu'est-ce que les journalistes posaient comme question à Madame Prisca-Thévenot? Alors là, c'était au moment du remaniement, donc concrètement, ça tournait principalement autour du remaniement. C'est-à-dire que c'était des questions sur qui va remplacer qui sera sorti, qui reviendra. Donc c'est sur ces sujets-là qui, à mon sens, sont évidemment des sujets vraiment à la marge. Moi, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Surtout que le secrétaire général, la veille, a annoncé un peu le gouvernement, quoi. Bon, bref. Oui. Donc c'est quand même bizarre de reposer encore les mêmes questions. Après, c'est toujours de savoir. Bon. Mais c'est un peu une des limites de la presse aujourd'hui, qui se limite à des questions de politique politicienne pour éviter de traiter les grands sujets, en fait. C'est-à-dire qu'on a des grands... C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu à ce moment-là, des questions, Madame Prisca-Thévenot, en disant voilà, je sais pas moi, l'inflation est à temps, qu'est-ce que prévoit le gouvernement sur ça, il y a déficit machin chose, qu'est-ce que prévoit... Non, c'est juste de dire voilà, est-ce que le ministre de l'Intérieur, ce sera lui, est-ce que machin... Ça se limite grosso modo à ça. Il y avait quelques autres questions, il y en a eu notamment sur Assange ou sur le conflit israélo-palestinien. Mais après, sinon, c'est vraiment principalement de la Qu'est-ce qu'on a posé comme question sur Assange ? Sur Assange, c'était avant sa libération, et c'était sur la position de la France, notamment sur pourquoi on n'accordait pas l'asile à Assange. Et qu'est-ce qu'elle a répondu ? Oh, la beauté en touche, comme toujours. C'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de réponse. Après, tout le monde a pu constater la position de la France sur cette question. Est-ce que lorsque tu étais à cette conférence de presse de l'Élysée, est-ce que tu as senti que, en fait, Madame Prisca-Thévenot, elle était prise en main, en gros, par ses conseillers, ou peut-être des agences, j'en sais rien, qui lui disaient, voilà, aujourd'hui, c'est ça que tu diras, quoi. Pas spécifiquement là-dessus, si tu veux. Mais sur l'ensemble. Mais après, oui, sur l'ensemble, de toute façon, on voit bien que les discours et la façon dont ils répondent, et si vous regardez la question que j'ai posée, la façon dont elle répond, elle essaie de reformuler la question pour elle répondre pour dire ce qu'elle veut dire, en fait. Et ce qu'il faut évidemment pas la laisser faire, parce que c'est pas le sens de cette histoire. Donc c'est un peu comment dire, leur façon de travailler, c'est-à-dire qu'ils vont effectivement prendre une question, si la question les dérange, on reformule, on répond à côté, on fait... Est-ce qu'ils ont, sur ce que tu as pu voir, des journalistes un peu habitués à qui ils donnent un peu toujours la parole ? Alors là, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que vraiment pour le compte, tout le monde pouvait prendre la parole. C'était pas... chacun était libre de prendre la parole. Alors bon, moi évidemment, j'ai posé une question, après j'étais plus invité. Mais sinon, dans l'absolu, vous êtes là, tant que vous avez votre carte de presse, vous avez le droit de venir. Et une fois que vous êtes là, tout le monde peut prendre la parole, tout le monde peut poser la question qu'il veut, sur le sujet qu'il veut. Donc ça, moi, c'est ce qui m'intéressait vraiment là-dedans. C'est une des seules lignes directes, si j'ose dire, qu'on avait vis-à-vis du gouvernement. Aujourd'hui, si vous voulez poser des questions au gouvernement, c'est très compliqué. Il n'y a pas d'endroit de discussion, on est une démocratie, mais il n'y a pas d'endroit où on peut poser des questions concrètes à nos dirigeants. J'ai revu ta séquence et j'ai trouvé que, elle se contenait, mais elle avait une forme d'agressivité, Madame Prisca-Thévenot. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Oui, alors bon, après, moi, je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Oui, je pense que, visiblement, elle était un peu énervée. Après, si on revoit, moi aussi, j'étais un peu énervé aussi, du coup, parce qu'elle ne me répondait pas. Mais oui, clairement, ça lui plaisait pas ce genre d'histoire. La façon le sujet abordé en lui-même, c'est clair, lui plaisait pas. Et c'est, je pense, pour ça que j'ai jamais été. Je suis aujourd'hui blacklisté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de mettre les pieds à l'Élysée. Moi, j'ai plus le droit, mais j'espère bien que je pourrai y retourner parce que j'ai bien l'intention de faire mon travail. Oui, parce qu'il faut aussi dire aux gens. Moi j'ai une carte de presse, c'est-à-dire qu'on vient avec la carte de presse, on le donne ça au service com, et puis on rentre et c'est bon.
Voilà. Tout à fait. Ça suffit à ça. Il y a une accréditation qui est donnée le matin même et normalement, effectivement, avec la carte de presse, il n'y a pas de problème pour recevoir l'accréditation. C'est le principe du jeu démocratique. Voilà. Il faut avoir effectivement cette carte de presse, mais à partir du moment où vous l'avez... Voilà. Et donc aujourd'hui, parce que tu as posé cette question, tu n'as plus cette accréditation et on t'empêche de faire ton métier. D'aller poser une question. La question, j'ai pas reçu de réponse à cette question. Je ne sais toujours pas pourquoi je suis blacklisté en fait. C'est-à-dire que je n'ai reçu aucune réponse de la part du gouvernement. C'est pas faute d'avoir demandé. Mais le problème, c'est que si tu veux, je suis pas affilié à un média. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis journaliste indépendant, donc je suis affilié à personne. Donc j'ai personne pour venir défendre mon bout de gras. Donc je suis tout seul. Donc c'est pas évident. Et ils font la sourde oreille en fait. C'est-à-dire que je pose les questions aux services auxquels il faut poser les questions. Et si j'appelle, on me dit attendez, je sais pas, et on reviendra vers vous. Personne ne revient évidemment jamais vers moi. Et si j'envoie des mails, personne ne me répond. Donc je n'ai pas de réponse officielle. La seule chose que je peux constater, c'est que j'y étais, j'ai pu y aller, j'ai pu poser cette question. Une fois que j'ai posé cette question, j'ai plus le droit d'y aller. Alors toi, tu as travaillé à RT. RT qui malheureusement a été fermé. Comment on travaille à RT? Enfin, je veux dire, comment la rédaction bosse? Est-ce que, comme le dit le pouvoir français, il y a l'ordre de Moscou qui vous dit, voilà, les amis, vous devez dire ça et ça? Alors vraiment pas du tout. C'est ça qui est rigolo, c'est de voir la différence qu'il peut y avoir avec la façon dont on voyait de l'extérieur notre média et nous, la façon dont on fonctionnait à l'intérieur de notre média. Moi, personnellement, j'ai eu toute liberté d'écrire tout ce que je voulais, toujours. Il se trouve évidemment que j'ai une ligne éditoriale qui correspond à ce qu'écrivait RT. C'est évident, mais c'est comme si vous bossez au Figaro, vous n'allez pas avoir la même ligne éditoriale qu'à Libération, si vous voulez. Si vous êtes journaliste du Figaro, vous n'allez pas bosser à Libération et vous ne demanderez même pas d'aller bosser à Libération. Donc évidemment, moi j'ai ma ligne éditoriale, si vous voulez, qui est critique, on va dire, de l'Union européenne et de l'OTAN. C'est une ligne que vous ne pouvez pas retrouver dans beaucoup de médias aujourd'hui, médias que je considérais mainstream, parce que RT, moi c'est ce qui m'a intéressé d'aller travailler pour eux, c'était un peu le liant entre les médias alternatifs et les médias mainstream. C'est-à-dire que, de fait, comme c'est un média d'État, c'est un média mainstream, mais qui permettait de traiter les sujets comme ne les traitaient pas les médias mainstream. Moi, c'est pour ça que j'ai été travailler là. Je suis français, j'ai aucun rapport avec les Russes, si vous voulez, mais ça m'a permis d'avoir une liberté d'écriture, justement, beaucoup plus grande. Et après, la dernière rédaction de RT, c'était une rédaction, je pense, vraiment très hétéroclite. Vous avez des gens qui venaient de différents univers politiques, vraiment, sur le spectre politique, je pense, c'était le plus large dans n'importe quelle rédaction. Des gens de droite, des gens de gauche, des gens vraiment de partout. Mais qui se retrouvaient sur une certaine idée de, on va dire, souverainiste, si vous voulez. Mais c'était principalement des journalistes français, il y avait quelques Russes, mais on n'a jamais eu de consigne de quoi que ce soit. Chacun faisait son travail comme il l'entendait, avec, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, si vous êtes un critique du pouvoir comme peut l'être, je ne sais pas moi, Caroline Fourest ou qui vous voulez, vous n'allez pas vous retrouver à travailler chez RT, c'est évident. Est-ce que tu écrivais sur quoi ? Moi, je fais principalement de la politique internationale, pas mal des États-Unis, et puis après, un peu tout le reste, qui était évidemment chargé sur la Syrie, sur évidemment après l'Ukraine, mais sur tous ces sujets-là, où aujourd'hui, et notamment ces sujets-là, c'est pour ça que je pense RT marchait bien aussi, apporter vraiment quelque chose de différent de ce qu'il y a dans les autres médias, avec donc un travail journalistique sérieux, encore une fois, je le répète, il y a eu jamais aucun problème là-dessus, on n'a jamais été repris en main là-dessus par les autorités, alors qu'on était probablement le média le plus observé du PAF, c'est clair. Et donc, en traitant ces sujets-là, en apportant un angle différent et un angle absolument nécessaire, donc aujourd'hui n'existe pas dans la sphère mainstream et qui, à mon sens, vraiment, il faut rapporter. Il faut rapporter parce que ça crée un vrai problème démocratique, c'est-à-dire que la façon dont sont traités les problèmes aujourd'hui par les médias empêche toute discussion. Donc si je prends rapidement l'exemple russe, n'importe quel parti politique est victime de ce que font les médias parce que s'il déroge un peu de la doxa ambiante, par exemple le Rassemblement national, si le Rassemblement national va décider d'avoir une ligne différente sur la Russie qui sera plus, j'en sais rien, par exemple pro-négociation de paix,
il va être immédiatement critiqué et donc forcément mis en défaut électoralement, parce qu'aujourd'hui les médias font quand même toujours les élections, parce que la doxa médiatique sera telle qu'elle va les attaquer de façon incessante, mais sur un point fondamental qui, à mon sens, n'est pas forcément juste. C'est-à-dire que la base du conflit russe, si on prend ce problème-là, la façon dont il est présenté dans les médias, elle est extrêmement biaisée. C'est-à-dire que c'est extrêmement réducteur, et dire que Poutine est simplement l'agresseur, c'est pas comme ça qu'on va arriver à régler le problème, et c'est pas comme ça que le reste du monde voit ce problème-là. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir bien ça. On est en train de se marginaliser par rapport au reste du monde, parce qu'on défend une position qui est, je vais dire une position occidentale, mais c'est même pas tellement le cas. Vous voyez aujourd'hui Trump et le vice-président qu'il a nommé, qui n'ont pas du tout la même position que Biden là-dessus. Et nous, on a une position qui est donc, on va dire, la position des néoconservateurs américains, ce qui est très réducteur. Et on n'a pas le droit de sortir de ça. Et je pense qu'il est absolument essentiel, ça, parce que c'est simplement un des sujets. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels c'est le cas. Il est absolument essentiel de sortir de ça pour... Mais on connaît surtout RT, aussi RT, pardon, sur le fait qu'ils ont couvert d'une façon admirable les Gilets jaunes. Oui. Parce qu'ils ont fait beaucoup de terrain. Contrairement aux grands médias français qui, eux, faisaient surtout du plateau et commentaient en plateau ce qui se passait Tout à fait. Et commenter de manière, encore une fois, très biaisée. Parce que les médias aujourd'hui sont ce qu'ils sont. Donc, encore une fois, il faut revenir à la base de qui détient les médias et qu'est-ce qu'ils défendent. Aujourd'hui, les médias ne font pas de l'information, ils font de l'influence. C'est-à-dire que c'est un outil d'influence au service de puissants. C'est-à-dire que c'est ça leur travail, et c'est ça qu'ils font. Et donc, quand vous avez le mouvement des Gilets jaunes, vous avez un mouvement qui, fondamentalement, est vraiment remet en question ce pouvoir-là, ce pouvoir oligarchique, et le remet en question sur les vrais problèmes. C'est-à-dire que sur le problème de la représentativité démocratique, avec le RIC, il y a un vrai questionnement de fond que ne voulaient absolument pas aborder les médias, parce qu'ils font partie de ce système-là. Et donc, forcément, le traitement de ce mouvement, au début, était absolument scandaleux. C'est-à-dire que quand nous, on regardait ça à la rédaction, on voyait ce qui se passait. Enfin, tout le monde était outré. Tout le monde était outré. Et c'est pour ça que c'est finalement une histoire d'amour entre les Gilets jaunes et RT. C'est normal. C'est parce que on avait le même sentiment. Si vous voulez, les gens qui sont partis travailler chez RT comprenaient tout à fait les revendications profondes de ce mouvement des Gilets jaunes. Et pour beaucoup les partager. Et donc, on est allé couvrir ce mouvement et on a fait notre boulot de journaliste. On a été les voir, les gens, on a été les interviewer sans mettre d'étiquette sur tout le monde. Et en faisant le boulot, quoi. Mais tu sais, moi j'étais très choqué par la fermeture comme ça de RT. C'est-à-dire sans aucun procès, quoi. Du jour au lendemain, on a fermé RT. Et d'ailleurs, les grands médias, peut-être, n'ont pas saisi que si RT a pu être fermé comme ça, eux-mêmes, à l'avenir, peut-être fermés de cette même manière. On peut le voir avec CNews, il y a quelques appels à les Alors fermer. que CNews, à l'époque de la fermeture d'RT, se sont tus. Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, CNews demande la solidarité qu'ils n'ont pas donnée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, de toute façon, le problème de ces médias-là, à mon sens, c'est qu'ils créent cette illusion. Ils créent cette illusion de laquelle il est très difficile de sortir. Et donc, à partir de là, ils font plus du tout leur travail de contre-pouvoir. C'est-à-dire que c'est plus... Aujourd'hui, les médias sont plus un contre-pouvoir. C'est vraiment... Ils servent justement le pouvoir oligarchique. Et ça, c'est un problème fondamental. Ça pose un problème, évidemment, pour le peuple démocratique. C'est-à-dire que aujourd'hui, qui va défendre dans toutes les attaques qu'il y a contre les libertés qu'on subit constamment et qui arrivent de plus en plus tous les jours, on ne peut plus compter sur les médias pour nous défendre. C'est-à-dire que plus personne ne nous défendre sur demain l'euro numérique, le QR code quand vous devez sortir partout, etc. Cet enfermement-là, il ne faut pas compter sur les médias pour nous défendre. Et comme je le disais tout à l'heure, ça crée un problème aussi au niveau politique, parce que les politiques sont finalement enfermés dans ce prisme-là. Si vous voulez avoir une position politique différente, tout le monde va vous tomber dessus.
Et les politiques, c'est leur métier, il faut qu'ils se fassent élire, donc il faut qu'ils jouent avec ça, et donc ça limite leur pouvoir d'opposition, de fait. Et ça pose un problème plus largement aujourd'hui, vu qu'on on vit quand même dans un monde qui est en pleine évolution, voire en pleine révolution dans l'architecture géopolitique globale, où il y a un changement dans l'équilibre des pouvoirs. L'Empire américain est clairement déclinant. La Russie et la Chine sont des puissances qui sont en train de monter et de créer le monde multipolaire de demain via les BRICS. Et ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et ce sera la réalité de demain. Et ça, on s'interdit donc d'en discuter. Et donc, on interdit de fait le pays de s'inscrire dans ce monde de demain. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre du retard dans ce qui va se passer. Il faut qu'on réfléchisse politiquement, il faut que nos politiques réfléchissent à comment inscrire la France dans ce monde de demain. Et aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce qu'on n'en discute pas, on ne peut pas en discuter. Dis-moi, cher Frédéric, comment tu définirais le journalisme français de 2024 ? Après, j'ai plusieurs visions là-dessus, parce qu'il est aussi vivant quand on regarde la presse alternative. La presse alternative, il y a quand même plein de choses qui se passent. Donc, il y a des gens qui font vraiment le boulot. Il y a des gens qui font vraiment le boulot au niveau de la presse alternative. Dans la presse mainstream, c'est pour moi, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment dans du management de la perception. C'est-à-dire qu'on fait plus de l'information, on cherche à absolument garder un cadre et à garder les gens dans ce cadre et à les empêcher de sortir de ce cadre, à les empêcher de réfléchir dans ce cadre. Le meilleur exemple de ça, c'est la dérive des fact-checkers. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, pour moi, font de l'anti-journalisme. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour empêcher de limiter le débat, limiter la réflexion, pour absolument rester dans ce cadre-là. Il y avait un très bon documentaire là-dessus qui date d'il y a quelques années maintenant, qui s'appelle les nouveaux chiens de garde, qui était passé, je crois, il me semble, sur Canal à l'époque, mais il y a de ça, je sais pas, vraiment quelques années, et qui définit très bien ce mode de fonctionnement, si vous voulez. Et donc là, on en est là, mais ça, c'est pas durable, parce que c'est extrêmement dangereux, comme je le disais, pour nous, pour nos libertés, pour l'avenir de notre pays. Et donc, il faut faire quelque chose, il faut absolument lutter contre, et il faut arriver. Ce que font les médias alternatifs, c'est très bien, c'est absolument nécessaire, mais ce n'est pas suffisant, parce que les médias alternatifs ne touchent que, finalement, une certaine partie de la population. Il y a toute une partie de la population qui reste totalement soumise à cette doxa-là, et qui n'a pas d'alternative à cette doxa-là. C'est ce que je dis souvent à mes amis, qui me disent « Oui, mais regarde, cette information, on en parle partout. » Je dis « Non. On n'en parle pas là où l'opinion publique se fait, c'est-à-dire les JT de TF1, France 2, la 3, la 6, France Inter, RTL. Tout à fait. Et c'est ça, l'opinion publique, c'est eux. Exactement. Et c'est un des meilleurs moyens de contrôle de l'information, c'est simplement d'éviter certains sujets. Donc, il y a des sujets dont effectivement on ne va pas du tout parler. Et c'est aussi simple que ça. Et donc ça crée un sacré problème. Je vais te raconter un truc. Il y a 3 mois de cela, moi je travaille aussi à Radio Courtoisie, mes parents habitent en face de Radio Courtoisie, je suis passé les voir, j'ai une émission à midi, donc je vais les voir pour le JT de 13h, j'ai juste à traverser la rue. Ce jour-là, je regardais le JT de 13h de TF1, je crois que Darmanin avait fait une connerie, je ne sais plus laquelle, bon bref, il en fait tellement, voilà, 10 secondes sur la connerie de Darmanin. Ouais. Juste après, donc là, il y a eu info. Ils n'ont pas menti, ils ont dit voilà, Darmanin, il y a eu ça. Bon, bref. 4 minutes après, reportage sur les poissons à Acapulco. Voilà. Voilà. Ouais, donc 10 secondes pour parler de la connerie de Darmanin, 4 minutes pour parler des poissons d'Acapulco. C'est ça le journalisme. C'est ça le journalisme, et c'est ça surtout en fait. C'est ça surtout, et voilà. Et encore là, ils ont évoqué le problème, mais parfois il y a des trucs qu'ils n'évoquent pas et qu'ils n'évoqueront jamais. Et donc ça, c'est vraiment un problème fondamental. Et si on veut pouvoir reprendre un peu le contrôle de ce qui se passe dans notre pays, il va falloir qu'il y ait un électrochoc en fait. Il faut qu'il y ait un électrochoc journalistique, mais donc pour faire ça, ça va pas être évident, mais il faut aller les confronter. Moi, chacun essaye à son niveau.
Et moi, ce que j'ai été faire chez Prisateno, si tu veux, c'est exactement cette démarche-là. C'est d'aller confronter directement, du coup, le pouvoir et d'aller le confronter aux problèmes dont il ne veut pas parler. Et d'aller en parler, mais d'aller en parler... Mais est-ce que c'est qu'aux journalistes de le faire ? Est-ce que c'est pas aussi à l'opinion publique de demander une réelle information ? Ah si, alors moi je suis bien d'accord. Et aujourd'hui c'est indispensable en fait. C'est indispensable parce que on fait face. Alors moi je prends mon petit cas particulier. J'ai pu faire le métier que je faisais en bossant chez RT. Aujourd'hui concrètement en étant indépendant, ça devient très difficile parce que, voilà, comme tu l'as vu, il suffit de me sanctionner et j'existe plus. Mais si derrière, il y a, je sais pas, 50, 100 000 personnes qui partagent ce que tu fais, qui regardent, qui réagissent et qui disent non mais attendez, mais ça c'est intéressant. Ça c'est une question dont on veut la réponse. Ça, on est dans une démocratie, c'est très bien. Ce problème-là, si on parle, je sais pas, de Nord Stream par exemple, oui, moi je veux savoir ce qui s'est passé sur Nord Stream. Donc il faut qu'il y ait vraiment un soutien derrière pour que ça devienne inévitable en fait, pour qu'ils ne puissent pas juste ignorer, balayer d'un revers de la main et dire non mais ça n'existe pas, on n'en parle pas. Et ça, il y a un pouvoir qui existe grâce aux réseaux sociaux, grâce notamment à X qui est encore un peu moins censuré que les autres et qui existe toujours. Et où il y a cette possibilité de ramener et de forcer dans le débat public ces questions-là. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.